Le soleil de novembre 1953 peinait à percer les nuages gris qui s'amoncelaient au-dessus du vieux port de Marseille. Les pavés humides reflétaient les couleurs ternes des façades encore marquées par les cicatrices de la guerre, et l'odeur du poisson mêlée à celle du mazout flottait dans l'air salé. Pierre Dubois, 16 ans, remontait les bretelles de son pantalon trop grand en observant les va-et-vient incessants des dockers sur les quais. Ses cheveux bruns, trop longs et ébouriffés, cachaient partiellement ses yeux verts fatigués qui trahissaient une maturité bien au-delà de son âge. « Pierre, j'ai faim », murmura Antoine, son petit frère de 12 ans, en tirant sur la manche usée de sa veste. Le garçon frissonnait malgré les 3 pulls superposés qu'il portait, tous récupérés dans les poubelles des quartiers plus aisés. Ses joues creuses et ses lèvres pâles témoignaient des semaines de malnutrition, mais ses yeux bleus gardaient encore cette étincelle d'innocence que Pierre s'efforçait de préserver à tout prix. « Je sais, petit frère, on va trouver quelque chose, comme toujours », répondit Pierre en ébouriffant affectueusement les cheveux blonds d'Antoine. Il mentait, bien sûr. Les dernières pièces qu'ils avaient gagnées en déchargeant des caisses la veille avaient été dépensées pour acheter un morceau de pain rassis qu'ils avaient partagé. Mais Antoine n'avait pas besoin de connaître leur situation désespérée. Les 2 frères longeaient maintenant les entrepôts du port, observant les marins qui déchargeaient leurs marchandises. Pierre avait repéré un navire marchand battant pavillon italien, le Santa Maria, dont l'équipage semblait moins vigilant que les autres. Des caisses de conserves et de fruits étaient empilées sur le pont, tentantes comme un mirage dans le désert de leur faim. Il avait remarqué que la plupart des marins descendaient à terre vers midi pour déjeuner dans les tavernes environnantes, ne laissant qu'1 ou 2 hommes de garde. « Tu vois ce bateau là-bas » chuchota Pierre en désignant discrètement le Santa Maria. « Ils ont l'air d'avoir de la nourriture en abondance. Si on arrive à monter à bord pendant que l'équipage déjeune… » Antoine suivit le regard de son frère et secoua la tête avec inquiétude. « Pierre, c'est dangereux. Et si on se fait prendre ? Tu te souviens de ce qui est arrivé à Marcel la semaine dernière quand il a essayé de voler dans le marché ?» Pierre se souvenait parfaitement. Marcel, un autre orphelin des rues, avait été sévèrement battu par les commerçants avant d'être livré à la police. Mais il n'avait plus le choix. Antoine maigrissait de jour en jour, et Pierre sentait ses propres forces décliner. L'hiver approchait, et sans nourriture ni abri décent, il ne survivrait pas au premier froid. « Écoute-moi bien, Antoine », dit Pierre en s'agenouillant pour être à la hauteur de son frère. « Tu vas rester ici, caché derrière ces caisses. Si tu vois que quelque chose se passe mal, tu cours vers la canebière et tu m'attends près de la fontaine, d'accord ?»« Non », protesta Antoine, ses yeux se remplissant de larmes. « Je ne veux pas que tu y ailles seul. On fait tout ensemble. On a promis. » Pierre sentit son cœur se serrer. Depuis la mort de leurs parents dans les bombardements de 1943, ils s'étaient toujours soutenus mutuellement. C'était leur pacte, leur seule famille, leur unique raison de continuer. Mais aujourd'hui, Pierre devait briser cette promesse pour protéger Antoine. « Cette fois, c'est différent, petit frère. J'ai besoin que tu sois en sécurité. » L'horloge de la cathédrale Notre-Dame de la Garde sonna midi, et comme prévu, les marins italiens commencèrent à descendre du navire en discutant bruyamment. Pierre attendit que le dernier homme disparaisse derrière les entrepôts avant de se diriger vers la passerelle. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on ne l'entende depuis le quai. Il monta lentement, vérifiant chaque pas pour éviter de faire grincer le métal. Le pont du Santa Maria était jonché de cordes, de filets et de caisses diverses. Pierre se dirigea vers un amas de caisses marquées « Conserve, Napoli ». Ses mains tremblaient alors qu'il tentait d'ouvrir l'une d'elles avec un morceau de fer trouvé sur le pont. Le bois céda enfin, révélant des dizaines de boîtes de conserve qui représentaient plusieurs jours de nourriture pour Antoine et lui. Il commençait à remplir ses poches quand des voix italiennes résonnèrent soudain sur le pont. Pierre se figea, le sang se glaçant dans ses veines. 3 marins remontaient à bord plus tôt que prévu, probablement pour récupérer quelque chose qu'ils avaient oublié. Le plus grand, un homme aux bras tatoués et au regard dur, l'aperçut immédiatement. « Hey, je cosa fait qui ?» cria l'homme en italien avant de passer au français approximatif. « Qu'est-ce que tu fais là, gamin ?» Pierre bondit vers l'autre extrémité du navire, mais les 2 autres marins lui bloquèrent rapidement le passage. Il était pris au piège. Son regard se tourna instinctivement vers les caisses du quai où Antoine était caché, et son sang se glaça quand il vit son petit frère sortir de sa cachette, visiblement terrifié et prêt à monter à bord pour l'aider. « Non, reste là !» hurla Pierre, mais c'était trop tard. Antoine grimpait déjà sur la passerelle, ses petites jambes tremblant sous l'effort et la peur. Le marin tatoué empoigna brutalement Pierre par le col de sa veste. « Piccoli ladri, vous volez notre nourriture !»
L'homme leva la main prêt à frapper quand Antoine arriva en courant sur le pont. « Laissez mon frère !» cria Antoine de sa voix fluette, tentant de s'interposer entre Pierre et l'homme furieux. Pierre sentit son monde s'écrouler. Non seulement il avait échoué à protéger Antoine, mais maintenant ils étaient tous les deux en danger. Les trois marins les entouraient, leur visage exprimant un mélange de colère et de mépris. Pierre savait qu'il n'hésiterait pas à les livrer aux autorités, ou pire, à leur faire payer leur tentative de vol de leurs propres mains. C'est alors que Pierre prit la décision la plus difficile de sa courte vie. Il poussa Antoine derrière lui et leva les mains en signe de reddition, fixant le marin tatoué droit dans les yeux avec une détermination qui surprit même les hommes d'équipage. Sa voix, bien que tremblante, porta clairement dans le silence tendu qui s'était installé sur le pont du navire. « Tue-moi, mais laisse mon frère vivre !» cria Pierre d'une voix qui se brisa sur les derniers mots, ses yeux verts brillants de larmes contenues. Le silence qui suivit son cri désespéré sembla suspendre le temps sur le pont du Santa Maria. Les mouettes cessèrent leurs cris, le bruit des vagues contre la coque devint un murmure, et même le vent salé parut retenir son souffle. Le marin tatoué, Giuseppe, recula d'un pas, surpris par la force de cette déclaration. Ses deux compagnons échangèrent des regards incertains. Ils s'attendaient à des supplications, des excuses, peut-être une tentative de fuite, mais pas à ce sacrifice si pur, si absolu. Giuseppe baissa lentement sa main levée, son visage dur se troublant d'une émotion qu'il n'arrivait pas à identifier. « Pierre, non !» sanglota Antoine en s'accrochant désespérément au bras de son frère. « Ne dis pas ça, on reste ensemble, tu as promis. » Ses petites mains tremblaient alors qu'il tentait de le protéger, comme si son corps frêle pouvait faire rempart contre la colère des hommes. Pierre sentit son cœur se déchirer, mais il ne pouvait pas flancher maintenant. Il devait être fort comme il l'avait toujours été depuis cette nuit terrible de 1943, où les bombes avaient détruit leur maison et leur famille. « Antoine, écoute-moi », murmura-t-il en caressant doucement les cheveux blonds de son frère. « Tu es tout ce qui me reste dans ce monde. Si quelque chose devait arriver… » Sa voix se brisa complètement. Giuseppe observait cette scène avec un malaise grandissant. Lui qui avait vu tant de misère sur les quais du monde entier, tant de voleurs et de désespérés, n'avait jamais été témoin d'un amour si pur, si désintéressé. Ses enfants ne volaient pas par cupidité ou par malice, mais par nécessité absolue. « Basta !» cria soudain une voix grave depuis la passerelle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de monter à bord. Jacques Moreau, 45 ans, marin français de l'équipage du Mistral amarré au quai voisin, s'avançait vers eux d'un pas déterminé. Ses cheveux grisonnants étaient domptés par une casquette de marin, et ses yeux bleus perçants balayaient la scène avec l'autorité de quelqu'un qui avait commandé des hommes dans des situations bien plus dangereuses que celle-ci. « Ces petits voleurs tentèrent de voler notre nourriture », expliqua Giuseppe en italien, puis en français, pour que Jacques comprenne. « Ils ont ouvert nos caisses. » Jacques s'approcha lentement, son regard passant des caisses éventrées aux deux frères serrés l'un contre l'autre. Il remarqua immédiatement les vêtements usés, les joues creuses, les yeux cernés par la faim. Son expérience de la guerre lui avait appris à reconnaître la vraie détresse, celle qui pousse les êtres humains aux actes les plus désespérés. « Depuis quand n'avez-vous pas mangé ?» demanda-t-il doucement, en s'agenouillant pour être à leur hauteur. Pierre hésita, méfiant. Les adultes qui s'intéressaient à eux finissaient généralement par les livrer aux autorités ou par les exploiter. Mais quelque chose dans le regard de cet homme, une tristesse familière, une compréhension profonde, le poussa à répondre honnêtement. « Hier matin, un morceau de pain. » Antoine, incapable de retenir ses larmes plus longtemps, ajouta dans un souffle « Pierre ne mange presque jamais. Il me donne toujours sa part. » Jacques ferma les yeux un instant, et l'image de sa propre famille disparue se superposa à celle de ses deux enfants, sa femme, Marie, et leur fils Paul, tué dans un bombardement à Toulon en 1944. Il avait passé 9 ans à fuir cette douleur, à naviguer de port en port pour échapper aux souvenirs, mais aujourd'hui le destin plaçait sur sa route 2 enfants qui avaient besoin de lui, autant qu'il avait besoin de donner un sens à sa survie. « Giuseppe » dit-il en se relevant et en s'adressant au marin italien, « ces enfants ne sont pas des criminels, ce sont des survivants. Ma Jacques, eux, ils volent, nous, on peut pas laisser… Combien valent les conserves qu'ils ont tenté de prendre ?» l'interrompit Jacques en sortant son portefeuille de sa poche intérieure. Giuseppe haussa les épaules. « Peut-être 50 francs ?» Jacques sortit un billet de 100 francs et le tendit à Giuseppe. « Voilà pour les conserves, et gardez la monnaie pour vos ennuis. » Puis, se tournant vers les 2 autres marins, « Vous pouvez disposer. Cette affaire est réglée. » Les 3 Italiens se consultèrent du regard. L'argent était tentant, et ils n'avaient pas vraiment envie de s'encombrer de 2 orphelins.
Giuseppe empoche le billet avec un sourire en coin. Va bene, Jacques. Mais qu'ils ne remettent plus les pieds sur notre bateau. Ils redescendirent vers la cale, laissant Jacques seul avec les deux frères. Antoine regardait cet homme étrange avec un mélange d'espoir et de crainte, tandis que Pierre restait sur ses gardes, incapable de croire qu'un adulte puisse les aider sans rien attendre en retour. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda Pierre, sa voix encore tremblante d'émotion. Jacques s'assit sur une caisse, invitant silencieusement les enfants à faire de même. « Parce qu'il y a 10 ans, j'étais dans la résistance avec votre père. » Pierre sursauta. « Vous connaissiez papa ?» Henri Dubois, mécanicien dans le quartier de la Belle de Mai. Il réparait nos véhicules et cachait nos armes. Un homme bon, courageux. Jacques mentait, bien sûr. Il n'avait jamais connu leur père, mais il savait que cette connexion imaginaire était nécessaire pour gagner leur confiance. Il m'a parlé de ses 2 fils qu'il aimait plus que tout au monde. Antoine se rapprocha timidement. Papa parlait de nous, tout le temps. Il disait que Pierre était le plus courageux des enfants et qu'Antoine avait le cœur le plus pur de Marseille. Jacques observait les visages des enfants s'illuminer peu à peu. Il m'a fait promettre, si jamais il lui arrivait quelque chose, de veiller sur vous. C'était un pieux mensonge, mais nécessaire. Pierre avait besoin de croire qu'il pouvait faire confiance à quelqu'un, et Antoine avait besoin d'espoir. Jacques avait appris pendant la guerre que parfois, la vérité doit s'effacer devant la compassion. « Il vous a vraiment dit ça ?» demanda Pierre, sa méfiance commençant à s'estomper. Sur l'honneur, Jacques posa sa main sur son cœur. « Maintenant, laissez-moi tenir ma promesse. Venez, on va d'abord vous trouver un vrai repas. » Pour la première fois depuis des mois, Antoine sourit vraiment. Pierre, lui, luttait encore contre ses doutes, mais la faim et l'épuisement finissaient par avoir raison de sa résistance. Alors que Jacques se levait et leur tendait la main, le jeune homme comprit qu'un nouveau chapitre de leur vie était peut-être en train de commencer. La taverne, chez Honorine, baignait dans la chaleur dorée de l'après-midi marseillais. L'odeur de la bouillabaisse et du pastis flottait dans l'air enfumé, mêlée au rire des dockers et aux discussions animées des marins de passage. Jacques avait choisi une table dans un coin discret, loin des regards curieux, où Pierre et Antoine dévoraient leur premier vrai repas depuis des semaines. Les joues d'Antoine retrouvaient déjà quelques couleurs, et même Pierre, malgré sa méfiance persistante, ne pouvait cacher sa gratitude. « Doucement, petit, » dit Jacques en voyant Antoine engloutir sa soupe de poisson. « Votre estomac n'est pas habitué à autant de nourriture d'un coup. » Il se souvenait des conseils des médecins militaires pendant la guerre, quand ils libéraient les prisonniers affamés. Honorine Castellane, la patronne aux cheveux gris tirés en chignon strict, s'approcha de leur table avec un regard suspicieux. « Jacques, qui c'est ces gamins? Ils ont l'air de traîner dans les rues. » « Ce sont les fils d'un ami, Honorine. Des circonstances difficiles. » Jacques glissa quelques pièces supplémentaires sur la table. « Ils ont besoin de discrétion. » La femme hocha la tête avec compréhension. Elle avait vu passer tant d'histoires tragiques dans son établissement qu'elle avait appris à ne pas poser trop de questions. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Honorine n'oublie jamais les enfants qui ont faim. Pierre observait cet échange avec attention. Cet homme, Jacques, semblait connaître tout le monde au port. Les gens le respectaient, lui faisaient confiance. Peut-être qu'Antoine avait raison de baisser sa garde. Peut-être que cette fois, quelqu'un ne les abandonnerait pas. « Monsieur Jacques, » dit Antoine en levant ses grands yeux bleus vers le marin, « vous allez repartir en mer bientôt ?» La question toucha Jacques plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Effectivement, le Mistral devait lever l'ancre dans 3 jours pour Alger. Il avait passé sa vie à fuir de port en port, de navire en navire, pour échapper aux souvenirs de sa famille perdue. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis 9 ans, l'idée de partir lui serrait le cœur. « Mon contrat se termine bientôt, » répondit-il évasivement. « Mais dis-moi, où dormez-vous, vous deux ?» Pierre et Antoine échangèrent un regard gêné. « Ça dépend, » marmonna Pierre. « Parfois sous les arcades du Vieux-Port, parfois dans les entrepôts abandonnés près de la gare Saint-Charles. » Jacques sentit sa mâchoire se contracter. L'hiver approchait, et ses enfants ne survivraient pas aux nuits froides de novembre dans la rue. Il prit une décision qui allait changer le cours de leurs 3 vies. « J'ai une petite chambre au-dessus du café de Madame Rossi, rue de la République. Ce n'est pas grand, mais il y a 2 lits et un poêle. Vous pourriez rester quelque temps. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Antoine avait les larmes aux yeux, incapable de croire qu'il puisse avoir un vrai toit. Pierre, lui, luttait contre l'espoir qui renaissait en lui. Trop souvent, les adultes avaient fait des promesses qu'ils n'avaient pas tenues. « Pourquoi vous feriez ça pour nous ?» demanda Pierre, sa voix à peine audible. « Vous ne nous devez rien. » Jacques posa sa main rugueuse sur l'épaule frêle du garçon. « Votre père m'a sauvé la vie en 1944.
Les Allemands m'avaient pris en embuscade près du port. Henri m'a caché dans son atelier pendant 3 jours, au risque de sa propre vie. Je lui dois tout. C'était un autre mensonge. Mais Jacques commençait à croire à sa propre fiction. Dans son cœur, ses enfants étaient vraiment devenus les fils de ce héros imaginaire qu'il avait créé pour justifier son besoin de les sauver. Papa était vraiment courageux, murmura Antoine avec fierté. Le plus courageux des hommes, confirma Jacques. Et vous êtes ses fils. Cette bravoure coule dans vos veines. L'après-midi s'écoula doucement. Jacques emmena les garçons acheter quelques vêtements d'occasion au marché aux puces des Arnavaux. Pour la première fois depuis des années, Pierre et Antoine possédaient des habits propres et à leur taille. Antoine tournoyait dans sa nouvelle veste en laine, riant aux éclats, tandis que Pierre restait silencieux, touchant régulièrement sa chemise neuve, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Le soir venu, ils arrivèrent à la pension de Madame Rossi. La vieille Italienne, amie de longue date de Jacques, accueillit les enfants avec la chaleur méditerranéenne typique. Sa chambre sentait l'ail et le basilic, et ses yeux noirs pétillaient de bienveillance. « Madonna mia, ces bambini ont besoin d'une mama », s'exclama-t-elle en pinçant affectueusement les joues d'Antoine. « Jacques, tu as bien fait de les amener ici. Rossi va s'occuper d'eux comme de ses propres petits-enfants. » La chambre était simple mais propre. 2 lits jumeaux, une armoire, une table, et 2 chaises près de la fenêtre qui donnait sur le port. Antoine se jeta immédiatement sur l'un des lits, s'enfonçant dans le matelas moelleux avec un soupir de bonheur. Pierre, plus réservé, s'assit prudemment sur l'autre lit, testant sa solidité. « C'est vraiment pour nous ?» demanda-t-il à Jacques, n'arrivant toujours pas à y croire. « Aussi longtemps que vous en aurez besoin », répondit Jacques en s'installant sur la chaise près de la fenêtre. « Mais il va falloir établir quelques règles. » Pierre se raidit immédiatement, craignant les contraintes et les obligations. « Premièrement, continua Jacques, plus de vol. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me le demandez. Deuxièmement, Antoine doit reprendre l'école. Il est encore temps de rattraper le retard. Et moi ? Demanda Pierre. Toi, tu es assez âgé pour travailler. Je peux te trouver une place au port, charger et décharger les navires. C'est dur, mais c'est honnête. Et ça paie assez pour vous nourrir tous les deux. Pierre sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, quelqu'un lui proposait une vraie chance, un avenir possible. Mais une question le taraudait encore. Et votre travail en mer, votre navire. Jacques regarda par la fenêtre vers les mâts du Mistral, qui se balançait doucement dans le port. Il avait pris sa décision durant l'après-midi, en voyant le sourire d'Antoine et en sentant la confiance naissante de Pierre. J'ai donné ma démission cet après-midi. Le capitaine Bertrand m'a proposé un poste à terre, responsable de l'entrepôt numéro 5. Je reste à Marseille. Antoine bondit de son lit et se jeta dans les bras de Jacques, qui le serra fort contre lui, respirant l'odeur de savon propre dans ses cheveux blonds. Pierre, ému malgré lui, détourna le regard vers la fenêtre pour cacher les larmes qui perlaient au coin de ses yeux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 10 ans pour Jacques et depuis plusieurs mois pour les garçons, ils dormirent tous les 3 d'un sommeil paisible, bercés par le bruit familier des vagues et les cris des mouettes, protégés par les murs chaleureux de leur nouveau foyer. 6 mois plus tard, le printemps de 1954 baignait Marseille, d'une lumière dorée qui se reflétait sur les eaux bleues du vieux port. Les platanes de la Canebière bourgeonnaient, et l'air tiède charriait les parfums de thym et de lavande des collines environnantes. Dans la petite chambre de la pension Rossi, Pierre se réveillait aux premières lueurs de l'aube, comme chaque matin depuis qu'il travaillait au port. Ses mains, autrefois fines et pâles, étaient maintenant calleuses et bronzées par le dur labeur des quais, mais ses yeux verts brillaient d'une fierté nouvelle. Antoine dormait encore profondément dans le lit voisin, serrant contre lui le petit ours en peluche que Madame Rossi lui avait offert pour Noël. Ses joues avaient retrouvé leur rondeur d'enfant, et ses cheveux blonds, désormais propres et bien coupés, encadraient son visage apaisé. Sur sa table de chevet s'empilaient ses cahiers d'école, témoins de sa soif d'apprendre retrouvé. Mademoiselle Laurent, son institutrice, avait confié à Jacques qu'Antoine était l'un de ses meilleurs élèves, malgré les mois d'école manqués. Pierre s'habilla silencieusement et descendit dans la cuisine où Madame Rossi préparait déjà le café du matin. La vieille femme était devenue bien plus qu'une logeuse pour eux. Elle était leur nonna, leur grand-mère de cœur, celle qui raccommodait leurs vêtements, soignait leurs petites blessures et leur racontait des histoires de son Italie natale. « Buongiorno, mon Pierre », chuchota-t-elle avec son accent chantant. « Tu es matinal aujourd'hui. Jacques est déjà parti ? Il avait une livraison urgente pour le cargo de Gênes, » répondit Pierre en acceptant la tasse de café fumant qu'elle lui tendait. « Il rentrera vers midi. »
Jacques avait tenu toutes ses promesses. Non seulement il avait trouvé un travail stable comme responsable d'entrepôt, mais il avait également fait embaucher Pierre comme apprenti docker. Le salaire n'était pas énorme, mais suffisant pour payer leur pension, la nourriture et les fournitures scolaires d'Antoine. Plus important encore, Jacques leur avait redonné la dignité du travail honnête et l'espoir d'un avenir meilleur. En se dirigeant vers le port dans les rues encore fraîches du matin, Pierre repensait au chemin parcouru depuis ce jour terrible de novembre sur le Santa Maria. Sa colère et sa méfiance envers les adultes avaient peu à peu cédé la place à une confiance prudente, puis à une affection profonde pour Jacques. Cet homme étrange, ce marin solitaire qui avait renoncé à sa vie d'errance pour 2 orphelins inconnus, était devenu le père qu'il n'espérait plus avoir. Arrivé au port, Pierre retrouva son équipe habituelle. Marcel Fernandez, un docker expérimenté qu'il avait pris sous son aile, l'accueillit avec sa bonhomie habituelle. « Alors petit, prêt à décharger le cargo algérien ? Il paraît qu'ils ont des oranges qui sentent le paradis. » Pierre sourit. Il aimait ce travail, malgré sa rudesse. Chaque caisse soulevée, chaque sac déplacé, était un pas de plus vers l'indépendance. Une preuve qu'il pouvait subvenir aux besoins de son frère sans voler ni mendier. Ses muscles s'étaient développés, ses épaules s'étaient élargies, et les autres dockers le respectaient maintenant comme un égal. Vers 10 heures, alors qu'il déchargeait des sacs de blé, Pierre aperçut une silhouette familière sur le quai. Giuseppe, le marin italien du Santa Maria, s'approchait de leur groupe avec un air hésitant. Pierre sentit son estomac se nouer, les souvenirs de ce jour terrible remontant à la surface. « Pierre, c'est bien toi ?» demanda Giuseppe en français approximatif. « Madonna, comme tu as grandi. » Les autres dockers regardèrent la scène avec curiosité, mais Marcel fit signe de continuer le travail. Pierre posa son sac et s'approcha prudemment de l'Italien. « Que voulez-vous » demanda-t-il, retrouvant instinctivement sa méfiance d'autrefois. Giuseppe sourit embarrassé. « Je voulais te parler. J'ai appris que tu travailles ici maintenant, que ton frère va à l'école. C'est vrai ?» Pierre hocha la tête, ne comprenant pas où l'homme voulait en venir. « Écoute, » continua Giuseppe en baissant la voix. « Ce jour sur mon bateau, j'ai eu honte après. Quand tu as dit ces mots, quand tu as voulu mourir pour sauver ton petit frère. » Il secoua la tête, ému. « J'ai 3 fils en Italie. Si quelqu'un les traitait comme j'allais vous traiter, » il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en bois sculpté. « C'est pour ton frère. Un petit bateau que j'ai fait pendant nos traversées, pour me faire pardonner. » Pierre prit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un magnifique voilier miniature reposait sur un lit de coton. Les détails étaient saisissants. Les petites voiles, les cordages, même une minuscule ancre. C'était un travail d'artiste, patient et délicat. « Perché ?» demanda Pierre, utilisant le peu d'italien qu'il avait appris au contact des marins du port. « Parce que ton courage, ce jour-là, m'a changé. Je repense souvent à ces mots que tu as criés. Un frère qui accepte de mourir pour l'autre, c'est le plus bel amour que j'ai jamais vu. » Giuseppe serra brièvement l'épaule de Pierre et s'éloigna, laissant le jeune homme ému et troublé. Cette rencontre inattendue lui rappelait combien leur vie avait changé, combien ils étaient passés du désespoir à l'espoir, de la haine à l'amour. L'après-midi passa rapidement, et Pierre rentra à la pension avec impatience, serrant précieusement le petit bateau dans sa poche. Il trouva Antoine dans la cour, en train de faire ses devoirs sous le grand figuier. Jacques assis à ses côtés et l'aidant avec ses problèmes d'arithmétique. « Pierre !» s'exclama Antoine en levant les yeux de son cahier. « Maîtresse Laurent dit que si je continue comme ça, je pourrais peut-être passer dans la classe supérieure l'année prochaine. » Jacques sourit avec fierté. Ces derniers mois, il avait redécouvert les joies simples de la paternité. Aider aux devoirs, soigner les genoux écorchés, raconter des histoires le soir. Sa douleur de la perte de Paul ne s'était pas effacée, mais elle s'était transformée en amour pour ses 2 enfants qui avaient besoin de lui autant qu'il avait besoin d'eux. « J'ai quelque chose pour toi », dit Pierre en sortant la boîte de sa poche. Un cadeau d'un vieil ami. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent en découvrant le petit voilier. « Il est magnifique. On peut le mettre à l'eau dans le bassin du port ?»« Bien sûr », répondit Jacques. « Dimanche, on ira tous les 3. » Ce soir-là, après le dîner que Madame Rossi avait préparé avec amour, sa fameuse pasta al vongole qui était devenue le plat préféré d'Antoine, les 3 hommes se retrouvèrent dans leur chambre. Antoine, installé sur son lit, faisait naviguer son petit bateau sur les vagues imaginaires de sa couverture, tandis que Pierre et Jacques discutaient près de la fenêtre. « Tu sais, » dit Pierre à voix basse pour ne pas déranger Antoine, « au début, je ne vous faisais pas confiance. J'étais sûr que vous alliez nous abandonner comme tous les autres.
Jacques hocha la tête. Je peux comprendre. Vous aviez été tellement déçu. Mais maintenant, continua Pierre, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Maintenant je sais que vous êtes notre vraie famille. Plus vraie que celle du sang parfois. Jacques sentit sa gorge se serrer. Pierre, non, laissez-moi finir. Le jeune homme prit une profonde inspiration. Ce jour sur le bateau, quand j'ai crié ces mots, je pensais vraiment qu'on allait mourir. Mais en fait, c'est là qu'on a commencé à vivre. Grâce à vous. Jacques ne put retenir ses larmes plus longtemps. Il attira Pierre contre lui dans une étreinte paternelle, et pour la première fois, le garçon ne résista pas, se laissant aller à montrer sa vulnérabilité et son affection. « Papa Jacques » murmura soudain Antoine depuis son lit, utilisant pour la première fois ce surnom qui lui trottait dans la tête depuis des semaines. Jacques et Pierre se tournèrent vers lui, émus par cette appellation si naturelle et si juste. « Oui, mon fils » répondit Jacques, acceptant pleinement ce rôle qu'il n'avait jamais vraiment quitté. « Est-ce que vous pensez que nos vrais parents auraient été fiers de nous ?» Jacques s'approcha du lit d'Antoine et s'assit sur le bord. « Ils sont fiers de vous, j'en suis certain. Regardez ce que vous êtes devenus tous les deux. Pierre, un travailleur courageux et responsable, et toi, Antoine, un petit garçon intelligent et généreux. Vos parents vous regardent d'en haut et sourient. » Antoine hocha la tête, rassuré, et ferma les yeux. En quelques minutes, sa respiration devint régulière. Pierre et Jacques restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Par la fenêtre ouverte, les bruits familiers du port leur parvenaient. Le claquement des voiles, les cris des marins, le clapotis des vagues contre les coques. Ces sons qui avaient autrefois représenté la fuite et l'errance pour Jacques étaient maintenant synonymes de foyer et de stabilité. « Jacques, » dit finalement Pierre, « j'aimerais apprendre à naviguer, pas pour partir loin, mais pour comprendre ce monde qui fait partie de notre vie maintenant. » Jacques sourit. « Je t'apprendrai. On commencera par de petites sorties dans la calanque de Cassis. Et quand Antoine sera plus grand, il pourra venir aussi. Et plus tard, quand j'aurai économisé assez d'argent, j'aimerais acheter notre propre appartement. Un vrai chez nous, avec 3 chambres. C'est un beau projet, acquiesça Jacques. On y arrivera ensemble. » Les mois qui suivirent confirmèrent cette promesse d'avenir. Antoine excellait à l'école et se découvrait une passion pour les mathématiques et la géographie. Pierre, promu contremaître adjoint, gagnait désormais assez pour commencer à économiser. Jacques, lui, retrouvait peu à peu le goût de vivre, sa solitude d'autrefois remplacée par la chaleur d'une famille recomposée. 1 an jour pour jour après leur rencontre sur le Santa Maria, les 3 hommes se tenaient sur les quais du Vieux-Port, regardant le coucher de soleil embraser la Méditerranée. Antoine, maintenant âgé de 13 ans et grandi de plusieurs centimètres, tenait fermement la main de Jacques. Pierre, à 17 ans, avait la prestance d'un jeune homme accompli, mais gardait dans ses yeux verts cette tendresse particulière qu'il réservait à sa famille. « Papa Jacques, » dit Antoine en contemplant l'horizon, « vous croyez qu'un jour, j'aurai des enfants à moi ? J'en suis sûr, mon petit. Et tu seras un père formidable, comme Pierre sera un grand frère formidable pour tes enfants. Et vous, vous serez notre grand-père » ajouta Antoine avec enthousiasme. Jacques rit, imaginant déjà cette perspective joyeuse. « Ce sera le plus beau métier de ma vie. » Pierre observait cette scène avec émotion. Qui aurait pu croire que ce cri de désespoir poussé sur le pont d'un navire marchand deviendrait le point de départ d'une si belle histoire. Parfois, les plus grands malheurs cachent les plus grands bonheurs, et les rencontres les plus improbables deviennent les liens les plus solides. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel marseillais, les 3 membres de cette famille singulière rentrèrent lentement vers leur foyer, leurs pas résonnant en harmonie sur les pavés anciens du port. Derrière eux, les vagues continuaient leur danse éternelle, témoins silencieuses de cette transformation miraculeuse. 3 solitudes qui avaient trouvé la force de devenir une famille. 3 cœurs brisés qui avaient appris à battre à l'unisson.